Titre de l'épisode: Le mystère Avicii, le coût de la performance série, dossier célébrité. Ce qu'on ne vous a pas dit. 20 avril 2018, Mascate, Oman, la nouvelle tombe comme un coup près pétrifiant le monde de la musique. Tim Bergling, connu mondialement sous le nom d'Avicii, est retrouvé mort. Il n'avait que 28 ans. Pour ses millions de fans, c'est un choc inexplicable. Il était le visage du bonheur, de l'énergie, de ces hymnes qui font danser les foules de Miami à Ibiza. Mais pour ceux qui observaient de près les rouages de l'industrie, ce drame n'était pas une surprise. C'était une fatalité annoncée. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier Célébrité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête délicate et nécessaire, le dossier Tim Bergling. Nous n'allons pas seulement parler de musique, nous allons parler d'un système qui a transformé un adolescent timide et passionné d'informatique en une multinationale humaine, avant de le broyer sous le poids d'une attente insoutenable. Pour comprendre la fin, il faut remonter au début de la folie. Entre 2011 et 2016, Avicii a enchaîné plus de 800 dates de concerts. Faites nos calculs, c'est presque un show tous les 2 jours. Sans compter les heures de studio, les vols transatlantiques, les interviews et les obligations promotionnelles. À cette époque, Tim n'est plus un artiste, il est un actif financier. Il est le centre d'une machine de guerre qui génère des dizaines de millions de dollars. Son entourage, ses agents, ses promoteurs voient en lui la poule aux œufs d'or de l'EDM, l'Electronic Dance Music. Il le pousse sur scène même quand son corps dit « Stop ». Tim est jeune, poli, et il a un besoin viscéral de ne décevoir personne. C'est le piège parfait. Il commence à boire pour calmer son anxiété sociale, pour tenir le coup face à des foules de 50 000 personnes, alors qu'il se sent, au fond de lui, profondément seul. La machine à cash ne voit pas le jeune homme qui s'effrite. Elle ne voit que les courbes de vente qui grimpent. Dans ce premier chapitre de notre enquête, nous mettons en lumière cette déshumanisation. Comment l'industrie du spectacle a transformé un génie créatif en un produit de consommation périssable. L'aspect le plus tragique du dossier Avicii, c'est que les preuves de sa détresse étaient publiques. Si vous regardez le documentaire True Stories, filmé sur plusieurs années par Levan Tsikurishvili, le malaise est palpable, presque insoutenable. On y voit Tim Bergling épuisé, le visage émacié, allongé sur un lit d'hôpital ou dans une voiture, essayant d'expliquer à son équipe qu'il ne peut plus continuer. En 2012, il est hospitalisé pour une pancréatite aiguë, une conséquence directe de sa consommation excessive d'alcool et du stress. Les médecins sont clairs, il doit se reposer. Pourtant, quelques jours plus tard, il est de nouveau sur scène. En 2014, on doit lui retirer la vésicule biliaire et l'appendice. Là encore, le repos est de courte durée. Dans les images d'archives, on voit Tim, les yeux vagues, sous médicaments, à qui l'on demande de valider des dates de tournée ou de répondre à des interviews. C'est ici que nous ouvrons le volet le plus personnel de notre dossier. Après sa mort, sa famille a partagé quelques extraits de ses écrits. Tim écrivait « Le Tim des concerts et le Tim de la vie privée sont 2 personnes différentes. Le premier doit être heureux, énergique, au sommet. Le second est épuisé et ne veut que rentrer chez lui. » Il écrivait aussi, de manière plus glaçante, « J'ai dit et répété que je n'en pouvais plus, que j'allais mourir si je continuais. Mais on me répondait que c'était juste le trac, que ça irait mieux après le prochain show. » Ces mots ne sont pas des confidences posthumes. Il les a prononcés sous différentes formes, à ses managers et à ses proches. Le signal d'alarme n'était pas un murmure, c'était un hurlement. Pourquoi personne n'a-t-il appuyé sur le bouton arrêt ? L'enquête révèle une complaisance systémique. Dans le monde de la nuit, la fête ne doit jamais s'arrêter. Et celui qui demande le silence est perçu comme un problème à régler, pas comme une personne à soigner. Le contraste entre le message de ses chansons, comme Levels ou Wake Me Up, et la réalité de sa souffrance physique est le cœur même de ce paradoxe médiatique. Il faisait danser le monde entier pendant qu'il se vidait de sa propre substance vitale. Au centre de cette tempête se trouve une relation complexe, celle de Tim avec son manager de l'époque, Arash, H pour Nouri. H est l'homme qui a découvert Tim, celui qui a cru en lui quand il n'était qu'un producteur dans sa chambre d'adolescent. C'est aussi l'architecte de son succès planétaire. Mais notre enquête montre que cette relation a fini par devenir une cage dorée.
La tension entre la santé mentale de l'artiste et les obligations contractuelles est le point de rupture de ce dossier. Pour un manager, annuler une tournée, ce n'est pas seulement perdre de l'argent, c'est risquer des procès, décevoir des promoteurs puissants et ternir une réputation dans une industrie où l'on est aussi bon que son dernier succès. H. Pournouré a souvent été critiqué après le drame, accusé d'avoir poussé Tim au-delà de ses limites. S'il s'est toujours défendu en affirmant qu'il ne pouvait pas contrôler les choix personnels de Tim, les témoignages décrivent une pression constante. Tim était devenu une entreprise employant des dizaines de personnes. Chaque fois qu'il évoquait le besoin d'arrêter, il se sentait responsable du gagne-pain de toute son équipe. C'est ce qu'on appelle la culpabilité du créateur. Il ne s'agissait plus de musique, mais de logistique. Les contrats prévoyaient des pénalités massives en cas d'annulation. Dans cette section, nous analysons comment la structure même des contrats protège les investissements, mais pas les individus. Tim Bergling était enfermé dans une logique où le profit immédiat l'emportait sur la viabilité à long terme de sa vie. Le divorce professionnel avec H en 2016 a été un premier pas vers la liberté. Mais le mal était déjà fait. Les fondations psychologiques de Tim étaient déjà trop ébranlées par des années de conflits intérieurs entre ce qu'il devait être pour les autres et ce qu'il était devenu pour lui-même, un étranger dans son propre corps. En mars 2016, Tim Bergling publie une lettre ouverte à ses fans. Il annonce qu'il arrête définitivement la scène. C'est un séisme. À 26 ans, au sommet de sa gloire, il décide de se retirer du monde pour se retrouver. Lors de son dernier voyage à Oman, il semblait apaisé selon ses proches. Pourtant, c'est là qu'il a pris la décision de mettre fin à ses jours. Pourquoi ? Parce que le traumatisme de ces années machine ne s'efface pas avec quelques mois de vacances. Il y a un coût caché à la performance extrême. Une fois que le rythme s'arrête, le vide qui s'installe peut être terrifiant. Tim n'avait jamais appris à être un adulte en dehors du système à Vichy. Il est passé de la chambre de ses parents au jet privé sans transition. En 2018, il était face à lui-même, cherchant une paix que le monde extérieur ne pouvait plus lui offrir. Cette partie de notre dossier souligne une vérité cruelle. Pour certaines stars, la retraite n'est pas une libération. C'est le moment où toutes les factures émotionnelles impayées arrivent en même temps. Le silence après le tumulte est parfois plus difficile à gérer que le tumulte lui-même. Le dossier Avicii n'est pas qu'une biographie tragique. C'est un réquisitoire contre une industrie qui consomme les talents comme des ressources naturelles inépuisables. La mort de Tim Bergling a été un électrochoc, mais les leçons ont-elles vraiment été retenues ? Depuis ce drame, la fondation Tim Bergling travaille sans relâche pour sensibiliser à la santé mentale dans le milieu du spectacle. Il plaide pour que chaque contrat inclue des clauses de repos obligatoires, pour que le suivi psychologique soit aussi naturel que la présence d'un coach vocal ou d'un garde du corps. Ce que cette affaire révèle vraiment sur le monde impitoyable de la célébrité, c'est notre propre complicité en tant que public. Nous voulons nos stars disponibles 24 heures à 24. Nous voulons des performances toujours plus spectaculaires, sans jamais nous demander ce qu'il en coûte à celui qui est sous le projecteur. Le cas de Tim Bergling nous rappelle que derrière le pseudonyme, derrière le logo, il y a un être humain avec ses fragilités. Tim Bergling n'était pas un toxicomane au sens classique du terme. Il était dépendant de la validation des autres et victime d'une structure qui a exploité sa gentillesse et son génie. Son héritage musical est immense, mais son héritage humain doit être ce cri d'alarme. Plus jamais le profit ne doit passer avant la vie. Merci d'avoir suivi ce numéro de Dossier Célébrité. En explorant les zones d'ombre de la vie d'Avicii, nous espérons avoir mis en lumière l'importance de l'empathie dans un monde obsédé par la performance. N'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à continuer ces enquêtes en profondeur. Dans notre prochain épisode, nous changerons radicalement de décor pour nous intéresser à une icône du cinéma français. Nous ouvrirons le dossier Delon, les secrets de famille, les rivalités fraternelles et l'héritage disputé. D'un monstre sacré qui, même au crépuscule de sa vie, continue de faire trembler les gazettes. C'était Dossier Célébrité. La vérité est souvent plus complexe qu'un refrain entêtant. Prenez soin de vous.